Bonjour, comme vous devez le savoir, un nouvel avant-projet de révision de la constitution malienne a été préparé par le gouvernement via un comité d'experts en vue d'un vote par le Parlement puis d'un référendum. Dans notre vidéo précédente de juillet 2017, nous avons pu constater que la première tentative de révision par le chef d'État actuel avait pour conséquence d'augmenter le contrôle du président de la République sur les institutions, de réduire ses obligations en retirant de son serment l'obligation de préserver l'intégrité territoriale du Mali et l'indépendance de la nation. Et également, ça avait pour conséquence d'organiser la complète impunité du président de la République. Maintenant, nous allons regarder ce que contient ce nouveau projet de révision de la Constitution. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet de révision version 2019. Donc, dans cette vidéo, nous allons retenir 5 points qui nous ont frappés. Le premier point frappant concerne les pouvoirs du président de la République. On trouve pas mal de choses dans le projet de révision concernant les pouvoirs du président. Tout d'abord, il a été jugé nécessaire d'ajouter dans la Constitution que le président de la République définit la politique de la nation. Vous pouvez voir en jaune dans le projet 2019, le président de la République définit la politique de la nation. Cette disposition n'est autre qu'un copier-coller d'un texte soumis au président Sarkozy dès son entrée en fonction en 2007. Nicolas Sarkozy avait le souci de renforcer le pouvoir du président de la République et cette proposition a été rejetée plus d'une fois car elle permettrait au président de la République de faire obstacle au Parlement en cas de cohabitation. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si, lors des élections législatives, le peuple vote en majorité pour un parti qui est opposé au parti du président de la République, ce qui doit se passer, c'est que la nouvelle majorité parlementaire doit être représentée au gouvernement et le Premier ministre doit faire partie de cette majorité parlementaire. Donc c'est ce qu'on appelle la cohabitation. Mais avec le nouvel article du projet de révision, ça ne se passerait pas comme ça. Ce serait le président de la République qui continuerait d'imposer sa politique, même s'il a été désavoué par le peuple malien. Et c'est une manière pour le président de la République de dominer le Parlement ainsi que la politique du pays en toutes circonstances. Et c'est d'ailleurs pour cela que le président Sarkozy n'a pas pu faire passer ce texte. Donc le recopiage que l'on voit, il avait été également proposé au Parlement malien en 2011 dans le cadre d'un projet de révision de la Constitution sous ATT. Et à l'époque, la personne qui défendait ce texte et qui n'est autre que la personne à qui on a confié le présent projet de révision, donc cette personne indiquait que de toute manière, ce n'est pas grave parce que cela correspond à la réalité et que ça ne change pas grand-chose et que la probabilité de cohabitation est mince. Ok, donc première question. Si ça ne change pas grand-chose, alors pourquoi est-ce qu'il tient tant à ajouter cette disposition ? Deuxième question, est-ce parce que les chances sont minces qu'il faut ignorer le risque de cohabitation, même si la probabilité existe ? Est-ce que la gestion du Mali doit être traitée comme un jeu de hasard ? Ou est-ce qu'elle doit être traitée comme une loterie ? Point d'interrogation. Il est important de rappeler que le président de la République a la liberté de dissoudre tout seul l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives au cours de son mandat. Donc, si la majorité des députés qui sont élus par le peuple sont d'un parti opposé à celui du président de la République, nous aurons un cas de cohabitation. Ce n'est pas une fiction. Et il convient également d'ajouter que si en cas de motion de censure, la majorité des députés votent leur défiance au gouvernement en place, le Premier ministre devra démissionner avec son gouvernement. Et le président peut être contraint à organiser des élections législatives. Et comme vous le savez, il y a seulement quelques semaines, nous sommes passés à 2 doigts d'avoir une motion de censure. À tel point que le Premier ministre a dû démissionner la veille du vote par les députés. Ces députés qui lui reprochaient, entre autres, de ne pas vouloir rendre de compte aux Maliens. Troisième question. Vu que le gouvernement souhaite réduire les pouvoirs du Parlement et qu'il essaye d'augmenter les pouvoirs du président de la République, est-ce que le projet de révision prévoit des mécanismes
efficace de contrôle de l'action et de la politique du président de la République et du gouvernement. Ce serait une contrepartie logique pour établir l'équilibre des pouvoirs. Nous aurons la possibilité de traiter cette question tout au long de cette vidéo, mais pour aller droit au but et répondre, la réponse est non. Il n'y a pas de mécanisme efficace de contrôle de l'action du président de la République et de son gouvernement. Quatrième question. À qui cela profite de réduire les pouvoirs du Parlement et d'augmenter les pouvoirs du président sans donner de vrais moyens de contrôle? Est-ce que ça profite au peuple malien? Est-ce que ça profite aux députés qui représentent les Maliens de leur circonscription? Est-ce que ça profite à quelqu'un d'autre? Point d'interrogation. Toujours concernant les pouvoirs du président de la République, le projet de révision souhaite que le président de la République nomme un quart des sénateurs. Et comme vous le savez, nous n'avons pas de Sénat. Le projet de révision de la Constitution veut créer un Sénat. Et nous allons discuter de ce point plus tard, mais la particularité de ce Sénat serait que le président de la République aurait le pouvoir de nommer un quart des sénateurs. Au nom de quoi? Pour le bien de qui? Est-ce au nom de la population malienne? Ou au nom de quelqu'un d'autre? Nous allons voir ça. Concernant le vote des lois, qu'est-ce que ça veut dire que le président contrôle une partie du Sénat? Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont que le pouvoir des députés, qui sont eux élus par les citoyens de leur circonscription, serait réduit au profit du président de la République, puisque le Sénat, qui est composé d'hommes du président, donc des personnes qui ne sont pas élues, devrait également voter des lois. Concernant la mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de justice, qu'est-ce que ça veut dire que le président de la République contrôle une partie du Sénat? Nous allons voir ça. Le projet de révision constitutionnelle voudrait que la mise en accusation du président de la République par la Haute Cour de justice pour des crimes et des délits commis pendant son mandat ou encore pour haute trahison soit autorisée par un vote de la majorité des 2/3 de l'Assemblée nationale et la majorité des 2/3 du Sénat. Mais comme le président contrôle une partie du Sénat, ça va rendre sa mise en accusation très très compliquée. Et d'ailleurs, nous allons dévier un petit peu. Étant donné les lourdes responsabilités du président de la République, étant donné l'étendue des pouvoirs du président de la République, ne conviendrait-il pas que le président de la République donne l'exemple avec tous les pouvoirs qu'il a? Ne doit-il pas avoir une conduite irréprochable? Ne doit-il pas être prêt à rendre des comptes aux Maliens, surtout si nous parlons de haute trahison et d'infractions pénales qui sont commises pendant son mandat? Si on considère que c'est le cas, il serait plus logique que sa mise en accusation se fasse à la majorité simple, plutôt qu'à la majorité des 2/3 des voix des députés de l'Assemblée nationale. Précisons qu'une mise en accusation, ce n'est pas une condamnation, ce n'est même pas un jugement. Donc si le président n'a rien à se reprocher, et si les institutions sont équilibrées, et s'il fait confiance aux institutions de la République, il ne devrait pas craindre de répondre devant la Haute Cour de justice. Donc si la Constitution doit être modifiée, pourquoi ne pas la modifier dans ce sens? Concernant la procédure de révision constitutionnelle, qu'est-ce que ça veut dire que le président contrôle une partie du Sénat? Dans la Constitution de 92, il appartient au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, de valider un projet ou une proposition de révision de la Constitution par un vote de la majorité des 2/3 des députés. Ensuite, il appartient au peuple de voter par référendum pour approuver ou pour rejeter le projet de révision. Aujourd'hui, comme dans la tentative de modifier la Constitution en 2017, le gouvernement souhaite que le Sénat vote également pour approuver le projet de révision. Mais, comme on l'a dit, le président contrôle une partie du Sénat. Et je vous laisse visualiser les conséquences. Encore plus frappant, le projet de révision constitutionnelle veut donner au président de la République le pouvoir de décider de changer la Constitution sans passer par le référendum populaire. Et dans ce cas, le président pourrait modifier la Constitution en faisant voter l'Assemblée nationale et le fameux Sénat réuni en congrès. Et si le président contrôle une partie du Sénat, en gros, qu'advient-il de la voix du peuple, qui est représenté par les députés qui ne font plus de poids, le peuple qui ne peut plus voter par référendum? Cela causerait un déséquilibre alarmant dans le fonctionnement des institutions de notre pays.
Nous reviendrons plus tard sur les conditions de modification de la Constitution. Mais dès à présent, nous pouvons nous redemander à qui cela profite d'avoir un quart des sénateurs nommés par le président de la République. Est-ce que ça profite aux Maliens? Est-ce que ça profite aux députés qui représentent les Maliens de leur circonscription? Est-ce que ça profite à une autre personne? Toujours concernant les pouvoirs du président de la République, le projet de révision constitutionnelle réduit les pouvoirs des députés au profit du président de la République dans le processus de vote des lois. Le projet de révision introduit une commission mixte paritaire en cas de désaccord dans le vote des lois entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Cette commission mixte paritaire qui doit proposer un texte sur lequel il faudra voter, c'est un recopiage partiel de la Constitution d'un autre pays. Devinez lequel? Vous avez compris. Mais quand on dit recopiage partiel, c'est que la tendance dans les projets de révision de la Constitution malienne, c'est de recopier la Constitution française en retirant les garde-fous, en retirant les garanties qui feraient que les pouvoirs du président de la République seraient contrebalancés par d'autres forces et qu'un contrôle de l'action du gouvernement et du président de la République pourrait avoir lieu. Ici, par exemple, la Constitution française prévoit que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent s'opposer à la procédure express demandée par le gouvernement pour le vote des lois. Mais que dit le projet de révision malien? Dans son recopiage, il oublie, entre guillemets, de donner le pouvoir au Parlement de s'opposer à la procédure rapide, qu'il qualifie d'urgence, pour faire voter une loi. Mais quand on regarde bien, pourquoi est-ce qu'il y aurait urgence? Nous avons pu constater au Mali que le gouvernement décide de faire voter les lois les plus importantes et les plus déterminantes pour la nation à la dernière minute. Regardez la loi électorale. Nous avons eu une nouvelle loi électorale le 23 avril 2018. Quand est-ce que les élections présidentielles ont eu lieu? Le 29 juillet 2018. Donc la loi électorale a été promulguée 3 mois avant les élections présidentielles, alors que le pouvoir avait amplement le temps de faire ce travail. Mais il a attendu la dernière minute. Il a distribué des nouvelles cartes d'électeurs juste quelques semaines, voire quelques jours avant les élections, de sorte qu'une énorme partie de l'électorat n'a pas pu voter parce qu'elle n'a pas reçu sa carte. Nous reviendrons sur ce point précis plus tard, car il est capital pour notre démocratie. Tout ça pour dire que si le gouvernement fait son travail, les cas d'urgence devraient être infimes. Et dans tous les cas, ils devraient être validés par l'Assemblée nationale. Le deuxième point qui nous a frappé concerne ce que dit le projet de révision concernant la chefferie traditionnelle. Avant de vous dire ce que prévoit le projet de révision, nous tenons à faire l'observation suivante, à savoir que ce qui reste de la grandeur du Mali est en grande partie dû à l'héritage traditionnel et culturel du pays. Et il ne serait pas exagéré de dire que si le pays ne s'est pas totalement écroulé, même s'il est sur les genoux, il faut être reconnaissant envers les structures traditionnelles, les médiateurs traditionnels, les chefs traditionnels, car ils ont été beaucoup plus présents que l'État à plusieurs égards. Maintenant, regardons le projet de révision de la Constitution. Dans le préambule, nous pouvons lire « Le peuple souverain du Mali reconnaît la chefferie traditionnelle en tant qu'autorité morale dépositaire des us et coutumes de notre société. » À l'article 80, qui est un article consacré au pouvoir judiciaire, nous pouvons lire « Toutefois, l'État reconnaît les mécanismes traditionnels de règlement des litiges fondés sur les us et coutumes des différentes communautés. » Un chef traditionnel, en voyant cela, peut dire « Youpi, on me donne la considération que je mérite. » Mais attention, il faut faire très attention à la rédaction de ces deux articles parce qu'ils sont en contradiction avec d'autres articles du projet de révision, ils sont en contradiction avec des règles de droit et ils sont en contradiction avec des accords internationaux que le Mali a ratifiés. Il faut aussi faire la différence entre valoriser les autorités traditionnelles maliennes et se décharger sur elles. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le Mali est l'un des pays au monde où la population, avec ses maigres moyens, remplit des missions de service public. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne fait pas son travail.
Les riverains font des ralentisseurs pour ne pas être fauchés par des voitures. Les villageois cotisent pour faire partir des membres de leur famille en Europe au péril de leur vie. Et ceux qui sont arrivés vivants à destination vont cotiser avec d'autres expatriés pour mettre de l'électricité dans leur village, pour mettre de l'eau dans leur village, ou pour construire des écoles et même pour construire des routes. Et ça, si ce n'est pas du service public, qu'est-ce que c'est ? Et on voit que les chefs d'État successifs ont encouragé le départ de ces jeunes Maliens. Ces jeunes Maliens qui doivent surmonter les pires épreuves avant d'avoir la chance de commencer à aider leur village. Et par extension, leur pays. Et aujourd'hui, on peut voir qu'au centre du Mali, les pauvres civils sont contraints à organiser leur autodéfense. Et on les laisse faire. La défense, si ce n'est pas du service public, qu'est-ce que c'est ? Au risque de me répéter, le Mali est l'un des pays au monde où la population, avec ses maigres moyens, remplit des missions de service public. Parce que l'État est défaillant. Mais il appartient à l'État de faire son travail. Certaines choses ne peuvent pas être déléguées. Ceci étant posé, maintenant regardons bien ce que dit le projet de révision de la Constitution concernant la chefferie traditionnelle. Il dit que la chefferie traditionnelle est dépositaire des us et coutumes. Donc les us, ce sont les usages. Question, qu'est-ce qu'on fait lorsque les us et coutumes dont on parle sont contraires à la loi malienne ? Qu'est-ce qu'on fait lorsque les dits us et coutumes sont contraires à un principe constitutionnel ? Par exemple, le nouveau projet de révision constitutionnelle prévoit que, je cite, « le mariage forcé est prohibé par la loi ». Fermez les guillemets. Ou encore, il interdit toute discrimination fondée sur le sexe ou sur le handicap. La discrimination, qu'est-ce que c'est ? C'est une différence de traitement. Ce sont des traitements plus défavorables pour certaines catégories de personnes. Et bien là, nous avons un souci, parce que dans beaucoup d'us et coutumes maliens, la femme est traitée différemment de l'homme. Dans certaines coutumes maliennes, une personne avec un handicap est traitée différemment. Les albinos, par exemple, dont l'absence de mélanine et les problèmes de vue constituent souvent un handicap, pour ne pas dire toujours, ils font également l'objet de traitements différents à cause de leur albinisme dans certaines traditions que l'on retrouve au Mali. Pour ce qui est du mariage forcé, ça fait partie de certaines traditions que l'on retrouve au Mali encore aujourd'hui. Donc, rédiger une clause de ce genre peut ouvrir la porte à encore plus de querelles. Et puis, dans l'article du projet de révision qui concerne la justice, on nous parle de mécanismes traditionnels de règlement des conflits. Mais dans certains coins du Mali, pour savoir qui est coupable d'un vol, la tradition veut qu'on fasse appel au féticheur du village qui est chargé de désigner le coupable par des procédés dont lui seul a le secret. Autre question. Que se passe-t-il si dans un même village, il y a différents groupes avec des coutumes différentes ? Encore une fois, c'est une invitation à la zizanie et aux luttes intestines pour des petits pouvoirs. Donc, osons espérer que c'est une maladresse de rédaction, plutôt qu'une tentative de diviser ou de créer la confusion pour mieux régner. Car de nombreux Maliens ont exprimé très clairement qu'ils souhaitent le retour de la paix dans le pays et de la sécurité. Encore une fois, il faut le souligner, ce qui vient d'être dit n'enlève en rien l'importance des structures traditionnelles au Mali. Elles sont un pilier pour le pays et peut-être qu'il serait bon de leur donner une grande visibilité sur le plan symbolique. Je m'explique. Il n'est pas rare de voir des chefs d'État maliens et leurs ministres participer à un nombre de cérémonies et à un nombre d'autres événements qui est disproportionné par rapport à la quantité et à l'importance du travail qui doit être abattu afin que le Mali puisse se relever et puisse prospérer. Par exemple, nous avons pu voir le ministre des Affaires religieuses et du culte assister au festival Soninké, alors que la présence de la ministre de la Culture était amplement suffisante. Ce n'est pas comme si ce ministre n'avait pas de travail, avec tous les conflits et toutes les attaques à caractère religieux dans le pays. Autre exemple, combien de fois avons-nous vu les ministres attendre le président de la République sur le tarmac de l'aéroport de Sénou pour lui faire une aide d'honneur ? Comme si ces ministres n'avaient pas de tâches plus importantes à accomplir pour le pays, comme si le président ne pouvait pas franchir ce tapis rouge
sans cette haie d'honneur? Dans combien de cérémonies d'inauguration et de coupure de ruban avons-nous vu le président et les membres du gouvernement? Si certains chefs d'État européens se rendent à des matchs de football, il ne faut pas oublier que eux peuvent se le permettre, car leur pays n'est pas à feu et à sang comme le Mali, avec une population qui fuit par milliers. Attention, nous ne disons pas que le Mali n'a pas besoin de protocole. Nous ne disons pas que le Mali n'a pas besoin de cérémonies ou que le Mali n'a pas besoin de dignes représentants lors de ces cérémonies. Ce que nous disons, c'est qu'il faut à minima un gouvernement dont la priorité est de gouverner. Et il y a tellement de choses à faire qu'il semble logique et plus raisonnable et plus naturel de confier les fonctions cérémoniales et les fonctions symboliques aux représentants traditionnels issus de cette culture malienne qui est immensément riche et à laquelle ces représentants traditionnels pourront faire honneur. Par ailleurs, nous avons aussi parlé de la multiplicité de cultures et de traditions au Mali. Et nous avons également parlé du fait que certaines traditions sont en contradiction avec la loi et avec les principes constitutionnels. Donc il serait peut-être opportun de faire appel aux chefs traditionnels afin de mettre en place des groupes de réflexion et d'information sur le pourquoi de ces traditions qui sont parfois appliquées sans qu'on connaisse leurs origines. Donc là, le rôle des autorités traditionnelles ainsi que celui des chercheurs maliens en sciences humaines sera crucial pour mieux comprendre le fondement des traditions et pour voir de quelle manière ces traditions peuvent être appréhendées dans la société actuelle. Troisième point frappant, c'est ce que dit le projet de révision de la Constitution sur les institutions du Mali. Alors, que dit le projet de révision sur les institutions? Nous allons faire les mêmes remarques qu'en 2017 parce qu'il n'y a pas eu de changement significatif. Tout d'abord, nous avons le fameux Sénat. C'est une nouvelle institution et comme nous l'avons vu, un quart des sénateurs est nommé par le président de la République. À ce stade, on peut se demander combien d'argent un Sénat coûterait aux Maliens. Pour avoir une vague idée, on peut regarder le budget alloué à l'Assemblée nationale pour l'année 2019. Comme vous pouvez le voir, on en a presque pour 16 milliards de francs CFA pour l'Assemblée nationale et pour l'année 2019 seulement. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est censé disparaître si le Sénat venait à exister. Mais il ne serait pas réaliste de dire que le budget affecté au Conseil des collectivités pourrait être réaffecté au Sénat car les activités et les pouvoirs du Sénat sont beaucoup plus étendus. Donc en 2019, pour l'Assemblée nationale, on a un budget de près de 16 milliards. Donc on peut estimer que pour un Sénat, on aura un budget plus ou moins similaire pour un fonctionnement normal. Mais avant que le Sénat fonctionne normalement, il lui faut un édifice. Et pour ça, il faut de l'argent. Et également, pour que le Sénat puisse fonctionner, il lui faut des sénateurs. Donc il faut un budget pour organiser l'élection des sénateurs qui ne sont pas déjà nommés par le président de la République. Et là, vous pouvez voir ici dans le budget de 2017 que 10 milliards de francs avaient été affectés aux dépenses électorales. Donc on pourra facilement dépasser les 30 milliards de francs. Et là, nous parlons d'argent public, nous parlons de l'argent du contribuable malien, nous parlons de l'aide étrangère qui est destinée aux Maliens, nous parlons des prêts qui sont accordés au gouvernement malien et que le peuple malien devra rembourser. À quoi bon dépenser tout cet argent pour une institution qui serait en partie contrôlée par le président de la République? Et bien sûr, on vous rappelle qu'avec ce Sénat, les chances de mettre en accusation le président de la République devant la Haute Cour de justice seraient très faibles. On vous rappelle aussi qu'avec ce Sénat, le gouvernement pourrait avoir le dessus sur l'Assemblée nationale et mettre systématiquement l'opposition en échec dans le vote des lois, vu que le président de la République aurait ses hommes au Sénat. Et on nous dit que le Sénat est un impératif de l'accord d'Alger de 2015. Donc, parlons de cet accord d'Alger. Cet accord a une longue liste d'objectifs et d'obligations que doit remplir le gouvernement malien. Et la majeure partie de ces obligations, surtout celles qui visent à développer le nord du pays, n'ont pas été remplies. Mais en toute logique, le développement du nord du Mali est quand même plus urgent que la création d'un Sénat. Et bizarrement, ce qui semble préoccuper le gouvernement, c'est la création du Sénat. Et je vous laisse deviner pourquoi. Et je vous laisse deviner à qui ça profite. Mais juste une dernière chose. Avec ces 30 milliards de francs, ne pouvons-nous
pas faire quelque chose pour établir la sécurité au Mali ? Ne pouvons-nous pas mettre fin aux tueries de civils et de militaires maliens et de militaires étrangers ? N'est-ce pas plus urgent ? N'est-ce pas plus important ? Autre institution que le gouvernement nous propose, c'est la Cour des comptes. Et la Cour des comptes est une importation d'un autre pays, devinez lequel ? Vous avez compris. Sur la forme, le gouvernement malien s'est clairement inspiré de l'exemple français. La Cour des comptes a été créée au XIXe siècle sous Napoléon Bonaparte et elle a pour mission, entre autres, de contrôler l'action du gouvernement et de vérifier si le gouvernement fait bon usage de l'argent public. Vous voyez, il est inscrit ici, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement. Dans le projet de révision, on veut créer l'institution qui coûte de l'argent, mais cette institution n'est pas là pour contrôler l'action du gouvernement. Non. Le projet de révision dit que la Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques, etc., etc. Donc ici, le gouvernement souhaite créer une Cour des comptes, mais l'objet n'est pas de contrôler l'action du gouvernement, mais c'est de contrôler d'autres fonctionnaires plus en bas de l'échelle. Et autre chose, concernant la Cour des comptes, on ne connaît ni sa composition, ni le mode de désignation de ses membres. Donc on ne sait pas si c'est le président de la République qui va désigner le président de la Cour des comptes. Ce sera la surprise. Donc on ne sait pas dans quelle mesure cette institution sera réellement indépendante. Mais il est primordial qu'elle soit indépendante parce que le gouvernement souhaite que cette institution ait la responsabilité d'approuver ou non le fait que le président de la République puisse acquérir à titre personnel des biens du domaine de l'État. D'ailleurs, en y réfléchissant, au nom de quoi le président de la République aurait le privilège d'acheter des biens du domaine de l'État ? Si le président de la République est là pour servir son pays et qu'il est là pour travailler pour les Maliens plutôt que faire son shopping, est-ce que cette disposition a sa place dans la Constitution ? Point d'interrogation. Ceci nous emmène vers un article du projet de révision de la Constitution qui est très révélateur, et c'est le moins qu'on puisse dire, de l'état d'esprit du gouvernement vis-à-vis de la bonne gouvernance. Le projet de révision prévoit que les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Donc en gros, lorsque le Parlement propose des lois, le gouvernement peut mettre un stop s'il considère que cela entraînerait une baisse des ressources publiques. Mais est-ce que le gouvernement veut s'appliquer à lui-même ce niveau de rigueur ? Eh ben non. Si le gouvernement souhaite gaspiller l'argent public, rien dans le projet de révision de la Constitution ne l'en empêchera. Et d'ailleurs, il faut préciser ici que l'énorme majorité des lois votées au Mali sont à l'initiative du gouvernement et pas à l'initiative des députés de l'Assemblée nationale. Donc, ajouter encore plus de contraintes finira d'écraser les députés. Et après, on va nous dire que le projet de révision prévoit des moyens de contrôle tels que l'interpellation, les questions des parlementaires au gouvernement, les commissions d'enquête parlementaires, etc., etc. Mais si rien n'a de force contraignante pour le gouvernement, cela s'appelle de la poudre aux yeux. Le projet de révision dit également que la Cour des comptes recevra la déclaration des biens du président de la République une fois que le président de la République sera en fonction. Ça veut dire que ce sera seulement après les élections présidentielles que nous pourrons savoir si le président a commis des malversations financières. Et si nous découvrons que le président de la République a commis des malversations financières, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien rien, parce que le président a l'immunité pendant tout son mandat. Et cela s'appelle également de la poudre aux yeux. Il sera plus utile que les candidats à l'élection présidentielle fassent leur déclaration de biens avant l'ouverture de la campagne électorale. Comme ça, les citoyens qui préfèrent voter pour une personne honnête voteront en connaissance de cause. Dernière chose concernant la Cour des comptes. Comme on l'a dit avant, c'est une énième tentative d'importer une institution française tout en la vidant de sa substance. Pour un texte aussi important que la Constitution, il est bon de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Mais pourquoi la France ? Pourquoi tout calquer sur la France ?
Nous ne voulons pas diaboliser ou stigmatiser ce pays, mais il y a d'autres pays africains qui sont culturellement plus proches du Mali que la France et qui en plus ont pu trouver des solutions à des problèmes qui pourrissent le pays, comme l'épidémie de la corruption. Au Botswana et au Rwanda, par exemple, plusieurs structures telles que le Ombudsman ont été mises en place avec l'indépendance et les pouvoirs d'enquête et les pouvoirs de sanction qui sont nécessaires pour efficacement contrer la corruption. Et cela a été une réussite. Tout est question de volonté politique. Lorsque l'on élabore un projet aussi important que la Constitution, le mimétisme n'a pas sa place. Le copier-coller de la puissance coloniale n'a pas sa place si elle n'est pas précédée d'une étude comparative et poussée des différents systèmes d'une part, et de la réalité du terrain d'autre part. Donc pour en finir avec les institutions, la tentative de révision souhaite que nous ayons des institutions qui ressemblent à ça. C'est-à-dire une Cour suprême dont le président est nommé par le président de la République, dont le vice-président est nommé par le président de la République, dont le président des deux chambres est nommé par le président de la République. Un Conseil supérieur de la magistrature, dont le président du siège est nommé par le président de la République, vu que le président du siège est le président de la Cour suprême. Nous avons un Sénat avec un quart des sénateurs qui sont nommés par le président de la République. Nous avons une Cour constitutionnelle dont le tiers des membres est nommé par le président de la République. Et pour la Cour des comptes, ce sera la surprise, car ce serait une loi organique qui nous indiquerait comment et surtout par qui sont désignés les membres de la Cour des comptes. En 2011, pour justifier l'omniprésence du président de la République dans les institutions, la personne à qui on a confié le présent projet de révision a donné l'exemple d'un autre pays. Je vous laisse deviner lequel. Cette personne a déclaré, je cite, « En France, c'est le président de la République qui nomme le président du Conseil constitutionnel, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et toutes les autres autorités administratives indépendantes. » Fin de citation. Cela se passe de commentaires. Quatrième chose qui nous a interpellés dans le projet de révision de la Constitution, c'est que pour se présenter en tant que candidat aux élections présidentielles, il faut être malien d'origine et avoir renoncé à toute autre nationalité. Là aussi, on va beaucoup répéter ce qu'on a dit en 2017. Le gouvernement souhaite faire en sorte d'interdire à toutes les personnes qui sont à la fois maliennes et à la fois ressortissantes d'un autre pays le droit de se présenter aux élections présidentielles. Mais attention, être exclusivement malien, ça ne veut pas dire ne détenir qu'un passeport malien. Ce n'est pas parce qu'on a un seul passeport qu'on a une seule nationalité. La plupart des pays du monde appliquent le droit du sang en matière de nationalité, c'est-à-dire la transmission par filiation. Ça veut dire que si par exemple vous avez une mère malienne et un père sénégalais, que vous avez passé toute votre vie au Mali, sans même avoir mis le pied au Sénégal, sans même avoir touché un passeport sénégalais, vous êtes de nationalité malienne par votre mère et vous êtes de nationalité sénégalaise par votre père, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça. Donc le jour où vous voudrez obtenir un passeport sénégalais, vous n'aurez pas besoin de passer par une procédure de naturalisation. Vous n'aurez qu'à établir votre filiation. Et ça peut se perpétuer de génération en génération. Donc c'est valable pour le Sénégal et c'est également valable pour les pays frères qui partagent une frontière avec le Mali, par exemple le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire ou la Guinée. Et pour rappel, en 1960, c'est-à-dire au moment de la naissance des parents d'un jeune adulte d'aujourd'hui, au moment de la naissance des grands-parents d'un enfant d'aujourd'hui, le Mali, c'était ça, la Fédération du Mali. Et puis avant la Fédération du Mali, les frontières étaient encore différentes. Et avant la colonisation, il y avait une succession d'empires dans toutes ces régions qui font que les cultures des pays précités sont très similaires et que naturellement les mariages ont lieu indépendamment des frontières. Et ce sont surtout les frontières qui se sont déplacées. Et il ne serait pas exagéré de dire en réalité que actuellement, il y a beaucoup plus de Maliens qui ont la double nationalité que de Maliens qui détiennent physiquement deux passeports. Et ça ne pose pas de problème. Alors pourquoi en créer ? Par exemple, demander à une personne qui ne s'intéresse pas au football d'indiquer laquelle de ces deux équipes est l'équipe du Mali et laquelle de ces deux équipes est l'équipe de la Guinée.
Donc maintenant, si on nous dit qu'il faut être malien d'origine et renoncer à la deuxième nationalité, ça veut dire qu'il va falloir parvenir à effectuer toutes les démarches pour renoncer à votre deuxième nationalité dont vous avez hérité en vertu du droit du sang. Et ça, c'est très difficile dans la plupart des pays. Et même si vous avez renoncé à votre deuxième nationalité, il se peut que votre rival politique aille colporter le fait que vous avez un grand-parent ou un arrière-grand-parent ou un arrière-arrière-grand-parent qui est né en Côte d'Ivoire, qui serait né au Niger, qui serait né je ne sais où en Afrique, et ça créerait des soucis. Imaginez les problèmes que ça peut engendrer. Ça irait dans tous les sens. Est-ce que le Mali a besoin de ça ? Regardez ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps en Côte d'Ivoire. On disait qu'Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Regardez le nombre de morts qu'il y a eu. Et puis, dans le projet de révision, il est écrit que le président de la République est censé promouvoir et protéger l'unité africaine en vertu de son serment et en vertu d'un article que le projet de révision a ajouté dans le préambule de la Constitution. Donc, comment justifier une telle discrimination ? Et n'oublions pas les Maliens qui sont expatriés à l'étranger. Ces Maliens font l'objet d'admiration à travers l'Afrique et ils sont connus au-delà de l'Afrique pour leur solidarité vis-à-vis de leur communauté, dans leur pays d'accueil et vis-à-vis de ceux qu'ils ont laissés au pays. Et même ceux qui n'ont jamais été à l'école, en dehors de l'école coranique, ou même ceux qui n'ont jamais été à l'école coranique, contribuent activement au développement de leur village ou de leur région. Ils vont jusqu'à remplir des missions de service public qui incombent à l'État, comme nous l'avons vu. Et dans quelles conditions ils vivent ? Et dans quelles conditions ils s'expatrient ? Le jeune homme qui est devenu un héros international en grimpant 4 étages sans protection pour sauver la vie d'un enfant à Paris, ce jeune homme a évoqué avec beaucoup de pudeur l'enfer qu'il a dû traverser avant d'arriver en France, les tortures et l'emprisonnement en Libye, avant d'accomplir son geste héroïque, salué à travers le monde. Si ce jeune homme que le président de la République appelle digne et courageux fils du Mali qui honore toute la nation, si ce jeune homme décide de retourner au Mali pour se présenter aux élections présidentielles, pour s'assurer que plus personne n'ait à souffrir le calvaire que lui a vécu, on va lui dire « Et attends un peu là-haut, d'abord tu te débarrasses de ta nationalité française et ensuite tu te présentes aux élections. Et si tu perds les élections, tant pis pour toi. Tu auras perdu ta deuxième nationalité, même si tu as laissé femme et enfants en France. » Est-ce de la reconnaissance ? Pourquoi une telle discrimination ? De quoi ont-ils peur ? Le Mali a besoin de tous ces enfants qui sont prêts à servir le pays. Le Mali n'a pas le luxe de rejeter une partie de sa population qui a envie de contribuer. Les Maliens sont poussés vers l'étranger et les gouvernements successifs ont encouragé ces départs dès lors que ceux qui sont partis envoient de l'argent au pays. Il faut cesser de diviser les Maliens entre eux. Le Mali a d'autres priorités. Et il y en a qui vont dire que c'est parce qu'on veut s'assurer de la loyauté du président vis-à-vis du Mali. Dans ce cas, pourquoi on n'interdirait pas au chef d'État d'épouser une personne qui a une autre nationalité ? Par ailleurs, l'histoire montre que les chefs d'État ou de gouvernement n'avaient pas besoin d'avoir une deuxième nationalité pour commettre des actes de trahison. D'ailleurs, les analystes Ahmed Rajab et Gwandome Mwakatobe considèrent que cette tentative de protectionnisme et de repli sur soi serait une volonté d'exclure les personnes qui auraient pu acquérir le goût de la bonne gouvernance à l'étranger. À qui cela profite d'exclure un Malien patriote et compétent, un Malien qui est prêt à servir son pays juste parce qu'il a une autre nationalité, même s'il a consacré sa vie, même s'il a risqué sa vie pour le développement du pays. Ce qui est certain, c'est que c'est une nouveauté. Le Mali est toujours connu comme étant un pays ouvert et un pays inclusif. Le dernier point qui a retenu notre attention, c'est les conditions de la révision de la Constitution. Dans notre Constitution actuelle de 92, il appartient au peuple de décider par référendum de modifier la Constitution. Mais aujourd'hui, comme nous l'avons vu, le gouvernement souhaite retirer la majeure partie de ce pouvoir des mains du peuple en permettant au président de la République de décider tout seul de modifier la Constitution sans passer par le référendum. Il peut décider de passer par le Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le fameux Sénat, alors qu'il contrôlerait une partie du Sénat. En
Ensuite, on nous précise que le nombre de mandats ne peut pas faire l'objet d'une révision. Mais cela n'éloigne aucun risque, parce que si tous les pouvoirs sont réunis entre les mains du président de la République, il lui sera facile de retirer cet article en passant par le Parlement. Le Parlement qu'il contrôle en partie, et ensuite il pourra faire ce qu'il veut en matière de mandat. Et d'autres chefs d'État l'ont déjà fait, c'est une vieille recette. Et puis on nous dit, on ne peut pas organiser un référendum à chaque fois qu'il faut corriger les imperfections et les erreurs matérielles de la Constitution. Eh bien là, nous pouvons voir que le problème ne se poserait pas si les projets de révision étaient rédigés de manière à écarter les erreurs et les incohérences. Même si le niveau de rédaction du projet actuel de la révision est nettement meilleur que le projet précédent, il reste quand même des choses qui interpellent s'agissant de la rigueur qui est employée dans la préparation de ce projet. Par exemple, le projet de révision nous dit que les Maliens souscrivent aux instruments juridiques internationaux et africains relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Mali. Mais s'ils sont déjà ratifiés, à quoi ça sert de changer la Constitution pour mettre quelque chose comme ça ? Surtout lorsque notre Constitution de 92 nous précise que les traités et les accords régulièrement ratifiés auront une autorité supérieure à celle des lois. Donc en fait, on modifie la Constitution pour nous présenter comme une nouveauté que les Maliens vont respecter les lois. Ce n'est pas une nouveauté, c'est une obligation qui ne date pas d'hier. Qu'elle soit respectée ou non, c'est une obligation qui ne date pas d'hier. Autre exemple, le projet de révision de la Constitution nous dit que si le président est poursuivi pour un crime ou un délit et que les faits allégués se déroulent hors mandat, toutes les poursuites devront cesser durant le mandat du président parce que le président jouit de l'immunité. Très bien, mais les rédacteurs ont oublié de préciser que le délai de prescription sera suspendu. Et le délai de prescription, c'est le délai au-delà duquel on ne peut plus poursuivre une personne parce que trop de temps s'est écoulé. Les délais de prescription sont de 3 ans pour les délits et de 10 ans pour les crimes. Donc après 1 ou 2 mandats, le président n'aura plus à répondre de rien si le délai de prescription n'est pas suspendu pendant la période de l'immunité. Et là encore, on peut se demander si cet oubli est volontaire. Un autre exemple. Le projet de révision de la Constitution déclare que le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté nationale. Ils sont placés sous la protection de l'État. Et puis, il rajoute « Le mariage est une union entre un homme et une femme ». C'est très beau, mais le Code des personnes et de la famille dit la même chose. Je cite « Le mariage est un acte public par lequel un homme et une femme consentent d'établir entre eux une union légale ». Et si après on nous dit « Mais non, il fallait quand même donner une valeur constitutionnelle au mariage entre hommes et femmes parce que les Maliens ont peur que les Blancs amènent le mariage homosexuel au Mali ». Là, on peut leur répondre que c'est très bien, mais si l'État malien ratifie des accords internationaux qui vont dans le sens contraire, eh bien cet article de la Constitution n'empêchera pas au problème de se poser. Ensuite, le projet de révision dit également que le mariage et la famille sont placés sous la protection de l'État. Et là, quand même, il a lieu de se demander pourquoi le projet de révision ne dit pas plutôt que les vies humaines sont placées sous la protection de l'État. Il n'est pas nécessaire de vous décrire ce que vivent aujourd'hui les populations du centre et du nord du pays. Autre exemple assez cocasse, le projet de révision de la Constitution déclare que les données à caractère personnel sont inviolables. Et c'est vrai que la protection des données personnelles est le sujet du moment à travers le monde et qu'il y a une vague de législation qui va en ce sens, y compris en Afrique. Mais dire dans la Constitution que les données à caractère personnel sont inviolables, c'est y mettre un zèle inédit, qui peut plus causer la confusion qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que la définition de données à caractère personnel est très vaste. Les données à caractère personnel, ce ne sont pas les informations privées confidentielles. Les données à caractère personnel, ça veut dire le nom d'un individu, le prénom d'un individu, toute chose qui permet d'identifier un individu. Ça n'a rien à voir avec les secrets de la vie privée. Pour ça, on peut se référer à la notion de données sensibles, dans certains cas. Comment mettre en œuvre cette inviolabilité dans la pratique ? C'est tout bonnement impossible. D'ailleurs, dans les législations des autres pays, même les plus restrictives, on permet le traitement des données à caractère personnel, mais on pose des conditions, on édicte des modalités de traitement, mais ce traitement est possible.
Dernier exemple, le présent projet de révision de la Constitution comporte également des coquilles et des fautes d'orthographe. Certes, beaucoup moins que la version précédente de 2017. Néanmoins, c'est un texte constitutionnel, fondamental pour le pays, qui mérite d'être rédigé avec une rigueur absolue. Pour finir, actuellement, il y a une multitude de crises au Mali et on ne sait pas pourquoi la modification de la Constitution est l'obsession du gouvernement. Mais maintenant, si au Mali, on s'entête à vouloir modifier la Constitution, très bien, mais essayons de la modifier de manière à rétablir un équilibre des pouvoirs et de manière à faire en sorte que le président de la République et le gouvernement puissent rendre des comptes à la population malienne. Sinon, nous continuerons d'avoir des coups d'État. Il faut aussi que la Constitution impose aux dirigeants de travailler sérieusement. On a donné l'exemple de la loi électorale qui a été promulguée seulement 3 mois avant les élections présidentielles. Est-ce que ça, c'est normal ? Donc si nous voulons modifier la Constitution, dans ce cas, faisons en sorte qu'il soit inscrit qu'aucune loi électorale ne pourra entrer en vigueur moins de 18 mois avant le scrutin. Comme ça donne le temps à tout le monde de bien se préparer. Et nous pouvons également ajouter dans cette modification de la Constitution que les cartes d'électeurs doivent être distribuées au moins 12 mois avant le scrutin. Toujours concernant la diligence du gouvernement au Mali, nous avons de nombreuses lois qui restent lettres mortes. Et pourquoi ? Parce que ces lois prévoient que les modalités de mise en œuvre, les modalités d'application seront décrites dans un décret d'application. Le décret d'application est un document du gouvernement, pas du Parlement. Mais beaucoup de ces décrets ne voient jamais le jour. Et pourquoi ? En dehors du manque de travail du gouvernement, on ne voit pas d'autres raisons. Donc si on veut modifier la Constitution, pourquoi ne pas faire en sorte que dans la Constitution, il soit inscrit que les décrets doivent être signés dans les 6 mois de la promulgation de la loi qui y fait référence. Et également, si on veut modifier la Constitution, on pourrait faire en sorte de mettre en place une autorité indépendante qui n'est pas nommée par le président de la République et qui sera chargée de surveiller la gestion des affaires du pays par le président, par le gouvernement et par les autorités publiques du pays. Cette autorité doit bien sûr avoir un pouvoir d'enquête et un pouvoir de sanction. Faisons en sorte d'avoir une autorité efficace contre la corruption, de la base jusqu'au sommet, et cette autorité devrait également avoir un vrai pouvoir d'enquête et un vrai pouvoir de sanction. Voilà pour l'essentiel du contenu de l'avant-projet de révision de la Constitution. Il est quand même important de faire une observation générale. Et cette observation, c'est qu'il y a eu des avancées. C'est-à-dire que certaines revendications de la rue et des partis d'opposition ont été prises en compte dans le nouveau projet. Et en plus, la rédaction du projet a été confiée à une équipe qui s'est donné la peine de préparer un document bien plus soigné que le projet de 2017, qui, rappelez-vous, comportait plus de 300 erreurs d'orthographe et de syntaxe, etc. Et pour cela, il faut applaudir le courage des Maliens qui n'ont pas hésité à sortir de chez eux pour se faire entendre pacifiquement, qui ont participé au débat avec les moyens à leur disposition, aussi faibles qu'ils soient. Il faut aussi applaudir les personnalités publiques qui ont eu le courage de leurs opinions lorsqu'elles ont été consultées par la présidence ou par le président. Quoi que l'on puisse penser de négatif au Mali, il est difficile de dire que le peuple malien n'est pas mûr pour une démocratie non seulement sur le papier, mais aussi dans les faits. Mais comme nous l'avons dit dans notre vidéo précédente, il faut rester vigilant.